Bonjour à tous, nous sommes en direct des JESFC 2020. Je suis Claire Boulotti, je travaille au CHU de Poitiers et j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Sacher, cardiologue au CHU de Bordeaux, pour nous parler donc des dernières recommandations sur les tachycardies supraventriculaires hors fibrillation atriale bien sûr. Ces recommandations, elles surviennent après 16 ans sans recommandations spécifiques. Elles sont, si j'ai bien compris, plus spécifiquement centrées sur la thérapeutique. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages clés sur ces traitements, justement? Oui, bien sûr. Comme vous le dites, effectivement, c'est 16 ans sans nouvelles recommandations. Et les points importants sont effectivement la place croissante des bêta-bloquants et des inhibiteurs calciques non bradicardisants dans la prise en charge de ces TSV hors FA et par là même des médicaments avec des rapports bénéfices-risques moins bons comme le sotalol ou la digoxine ont disparu de ces recommandations. Donc ça, c'est le premier point vraiment crucial, c'est vraiment des changements dans la hiérarchie des médicaments centrés maintenant sur bêta-bloquants et inhibiteurs calciques bradicardisants type verapamil ou diltiazem. D'accord. Et puis il y a eu aussi quelques modifications pour la stratification du risque, notamment chez les patients qui ont un Wolff Parkinson-White asymptomatique. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur ce point ? Oui, effectivement. Alors ça, c'est l'autre chose qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait actuellement, où chez les Wolff asymptomatiques, qui est quand même quelque chose d'assez fréquent quand on le découvre, on se base d'abord sur le non-invasif, c'est-à-dire voir si le Wolff est intermittent ou s'il disparaît à l'épreuve d'effort. Et dans ces recommandations, l'exploration invasive a pris une place plus importante. Il y a toujours une place pour cette stratification non-invasive, mais on marque ses limites, et donc c'est devenu en 2B. Et donc maintenant, on peut aussi faire d'emblée une exploration électrophysiologique pour voir si les périodes réfractaires sont courtes et donc s'il faut en faire l'ablation ou pas. Et donc, si on ne fait pas ça, à ce moment, il faut suivre ces patients. D'accord, merci. Et puis, quelques détails également sur le traitement et la prise en charge plus spécifique chez les femmes enceintes. Oui, c'est l'autre point important. On est toujours un peu gêné chez les patientes enceintes parce qu'on a toujours peur de mal faire, alors que même que la grossesse peut favoriser des accès de tachycardie jonctionnelle ou atriale. Et donc là, clairement, il faut éviter autant que faire se peut les médicaments, surtout pendant le premier trimestre, ça c'est très clair. Mais si on n'a pas le choix, à ce moment-là, encore une fois, utiliser des bêta-bloquants cardiosélectifs, bêta-1 sélectifs, en dehors de l'athénolol qui est contre-indiqué, voire le verapamil, c'est ce qui ressort donc de ces recommandations. Et il y a un article récent dans le JACC, mais également le site internet sur les agents tératogènes du CRAT, CRAT, où on peut retrouver ces médicaments qui peuvent être tératogènes et donc à ne pas utiliser chez la femme enceinte si on a un doute. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Claire.